Donc, je m'appelle Benoît Lingen, je suis professeur à l'université de Rouen-Normandie. Je suis spécialiste du climat, mais impact du climat sur les ressources en eau et sur les risques. Donc risques principalement côtiers, inondations par les rivières littorales ou par les tempêtes. Je suis expert évaluateur au GIEC international. Il existe un GIEC normand, je vous en parlerai un peu dans la deuxième présentation, où je suis coprésident du GIEC normand. Il y a aussi un GIEC de la métropole de Rouen-Normandie, dont je suis aussi le président. Et à l'université, je m'occupe de tout ce qui est la stratégie autour du développement durable. Voilà, pour les présentations. Donc là, ma première présentation va être focalisée sur le changement climatique, ses conséquences à l'échelle du globe. J'ai entendu là tout à l'heure quelques échanges entre vous. Je pense que nos présentations respectives permettront peut-être de vous éclairer sur certains éléments peut-être de confusion qui sont habituels. Alors, je vais commencer par le réchauffement climatique, faire un état des lieux, et puis très rapidement parler de ses origines. Donc le réchauffement climatique, comme vous le savez certainement, depuis 1880, c'est environ, si on combine terre, énergie et océan, c'est environ plus 0,8, entre plus 0,8 et 0,9 degrés Celsius d'augmentation. Ce qu'on connaît un peu moins, vous voyez, c'est la courbe ici. C'est que le réchauffement climatique, vous voyez, c'est pas linéaire. Quand on lisse cette courbe, déjà, on voit que on a deux phases. Quand on prend depuis 1850, on a deux phases de réchauffement. Une première qui est à peu près des années 1910 aux années 40. Puis ensuite, on est plutôt sur soit un léger refroidissement, voire une stabilité. Et la deuxième phase de réchauffement commence à partir des années 70. Alors, plus que le chiffre moyen, ce qui est intéressant de regarder, c'est comment ce réchauffement climatique se répartit à l'échelle du globe. Quand on regarde à l'échelle du globe, eh bien vous voyez, quasiment toutes les zones de la planète sont en réchauffement, à l'exception de l'Atlantique Nord, qui est en stabilité, voire léger refroidissement, mais toutes les autres zones sont en réchauffement climatique, avec un réchauffement qui peut aller de quelques dixièmes de degrés jusqu'à plus de 2 degrés Celsius, notamment quand on prend, pour ne citer que ces deux exemples-là, la Sibérie ou l'Amazone. Quand on regarde comment se répartit par année ou par mois ce réchauffement climatique, vous voyez, on va regarder le top 10 des années les plus chaudes. Quand vous regardez le top 10 des années les plus chaudes, quasiment depuis 2010, il y a quelques exceptions, vous n'avez pas 2011, mais on les a toutes. C'est-à-dire que toute la dernière décennie, quasiment, on retrouve les années les plus chaudes. On peut regarder aussi les anomalies mensuelles. Quand on regarde les anomalies mensuelles, vous voyez que ça devient très rouge à partir des années 90, ce qui montre bien que quel que soit le mois et l'année, on a un réchauffement vraiment très très important. Les projections maintenant. Là, on était sur les données historiques. Quand on regarde les projections à l'horizon 2100, vous avez plusieurs scénarios. Vous voyez, depuis 2007, on utilise 4 scénarios, RCP 2.6, RCP 8.5, et ici est représenté les deux extrêmes. Donc vous avez le scénario RCP 2.6, c'est le scénario optimiste, et puis le RCP 8.5, c'est le scénario pessimiste. Alors c'est des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va injecter dans des modèles de circulation océanique et atmosphérique, puisque c'est la circulation océanique et atmosphérique qui définit le climat, et à partir de là, on va en déduire l'évolution du climat, et ici les températures. Alors quand vous prenez les deux scénarios, et que vous prenez, vous voyez, les moyennes, si on prend les moyennes, on a un réchauffement qui serait entre plus 1 et plus 4 degrés Celsius, en prenant les moyennes. Si on prend le scénario, cette fois-ci avec les fourchettes le plus haut, vous voyez que le plus haut, le plus pessimiste, on est un peu en dessous de 6 degrés, mais il y a des travaux récents de modélisation qui ont montré qu'on a des scénarios qui pourraient monter jusqu'à 6 ou 7 degrés de réchauffement. J'attire aussi votre attention, je le dirai plusieurs fois, c'est que ce scénario RCP 2.6, qui est le scénario optimiste, c'est celui vers lequel on voudrait tendre dans le cadre de la COP 21, mais actuellement, au vu des émissions de gaz à effet de serre, il n'est pas du tout réaliste.
malheureusement. Alors quand on reprend nos deux scénarios, optimiste, réaliste et pessimiste, vous voyez qu'on soit sur l'optimiste ou le pessimiste, cette fois-ci, toutes les zones de la planète sont en réchauffement. Sur l'Atlantique Nord, on n'a plus de refroidissement ou de stabilité. Et quand on prend le plus pessimiste, on a certaines zones de la planète où le réchauffement pourrait aller jusqu'à plus de 10 degrés Celsius. Alors, l'origine du réchauffement, j'ai pas le temps on pourrait y revenir si vous avez des questions, j'ai pas le temps de faire toutes les origines du réchauffement planétaire. On a l'habitude d'en définir 4 principales. Bien évidemment, la rétention de la chaleur par l'atmosphère, qui est amplifiée par les gaz à effet de serre, mais on a aussi d'autres origines, des causes astronomiques, où on a à la fois les variations orbitales et les fluctuations de l'activité solaire. Pour faire simple, les variations orbitales, c'est celles qui permettent de définir l'éloignement, on va faire un simple, du Soleil par rapport à la Terre. Et bien évidemment, plus vous êtes éloigné, on a du refroidissement, et si la Terre est plus proche, on a du réchauffement. Et c'est ce qui va définir notamment les grands cycles glaciaires, interglaciaires, tous les 100 000 ans qu'on connaît depuis le Quaternaire, depuis 2 millions d'années à peu près. Ensuite, vous avez la variation de la réflectivité de la surface terrestre, qu'on appelle l'albédo. En réalité, suivant les surfaces, eh bien, en fonction des surfaces, les surfaces vont réfléchir le soleil, ou les rayons lumineux, soit ils vont les réfléchir, soit les absorber. Un exemple, l'albédo, on a beaucoup de réflexion sur la glace, alors qu'on a beaucoup d'absorption sur un lac. Donc en fonction des surfaces terrestres, on a soit de l'absorption et du réchauffement, soit plus de réflexion. Et puis, vous avez enfin les émissions volcaniques. Et les émissions volcaniques, c'est un peu complexe, parce que quand vous avez une éruption volcanique, vous avez évidemment émission de gaz à effet de serre, mais il faut regarder le type de volcanisme. Parce que dans certains types de volcanisme explosif, vous avez aussi des poussières, et si vous avez des poussières, vous avez plutôt du refroidissement. Alors, si on s'intéresse à l'effet de serre, donc l'effet de serre, il faut savoir qu'au départ, c'est un phénomène naturel. Phénomène naturel amplifié par l'homme. Heureusement qu'on a ce phénomène naturel, parce que sans ce phénomène naturel, la température moyenne de la Terre, qui est de 14 degrés, maintenant, actuellement c'est plutôt 15, eh bien, elle chuterait à moins 18 degrés, sans ce phénomène naturel. Cependant, bien évidemment, ces émissions de gaz à effet de serre sont fortement amplifiées par l'homme. Pardon, j'ai indiqué les principaux gaz à effet de serre, donc CO2, méthane, protoxyde d'azote ou azote nitreux, ozone et vapeur d'eau. Je vais vous parler que du CO2. Pour le CO2, vous avez ici les concentrations émises et en relation avec la combustion des carbones fossiles. Et on voit que si on remonte à 1800, on a cette combustion de carbone fossile qui émet notamment du CO2, mais pas que du CO2. On a deux phases, clairement. On a une première phase à partir de 1850 qui correspond à la révolution industrielle, et puis vous voyez, on a ensuite une accélération, et ça c'est la reconstruction, notamment après-guerre, et puis avec tout le développement qui suit. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est d'essayer de relativiser les choses. Pardon. Ici, je vais remonter 400 000 ans en arrière. 400 000 ans en arrière, et vous voyez, vous avez une courbe du CO2, depuis 400 000 ans, et vous voyez que cette courbe, de façon naturelle, elle oscille. Elle oscille parce que, j'aurais pu remonter à 2 millions d'années, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les 100 000 ans, on a des cycles glaciaires interglaciaires. Et quand vous êtes en phase interglaciaire tempérée, vous avez un pic de CO2. Quand vous êtes en phase interglaciaire, vous avez des niveaux les plus bas de CO2. Et surtout, ce qui est important ici, c'est que vous voyez, on peut définir le seuil naturel de CO2. Et quand on regarde le seuil naturel, on n'a jamais dépassé 300 ppm. Regardez aujourd'hui où on en est. On est à plus de 400 ppm. C'est parts pour 1000 dans l'atmosphère. Voilà. On peut le définir en pourcentage, mais là c'est en parts pour 1000. Et ce qu'on constate, c'est que non seulement on a dépassé allègrement ce seuil naturel, et en plus, vous voyez, les variations de CO2 et de température à peu près de 5-6 degrés qu'on connaît au cours des phases glaciaires interglaciaires, ces transitions sont de 5 à 6 degrés se font en 30 000 à 10 000 ans.
Et là, on vous parle d'évolution de température du même ordre, de 4, 5, 6 degrés, et en 200 ans. Donc ce qui est perturbant, c'est la vitesse la vitesse de ce phénomène. Pardon. Alors, également, s'il y avait encore des sceptiques, ici on va se focaliser ici sur l'ensemble, on ne va pas regarder l'ensemble, hein, on va regarder ici sur le globe. C'est intéressant parce que quand on fait des modèles, les modèles nous permettent de se projeter vers l'avenir, à l'horizon 2050-2100. Mais les modèles peuvent nous permettre aussi de reproduire ce qui s'est passé. Et ici, les travaux du GIEC, on a essayé, vous voyez, on a notre courbe noire, qui est la courbe d'évolution de température, hein, et on a essayé avec nos modèles de reproduire cette évolution de température. Et vous voyez, il y a deux courbes enveloppes, une rose et une bleue. La courbe enveloppe bleue, c'est les modèles qui n'intègrent que les paramètres naturels, le forçage naturel. La courbe rose, enveloppe, c'est les modèles qui intègrent les forçages naturels et l'homme. Et les courbes parlent d'elles-mêmes. Vous voyez que cette courbe de température, on n'arrive jamais à la reproduire, cette évolution de température, avec les facteurs naturels seuls. On a besoin d'intégrer dans nos modèles l'homme. On va s'intéresser maintenant aux conséquences de ces réchauffements climatiques à l'échelle globale. Première conséquence, sur les précipitations. Alors le schéma global, hein, général, c'est quand vous augmentez la température, vous augmentez bien évidemment l'évaporation, vous augmentez la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, vous sursaturez l'atmosphère en vapeur d'eau, et quand vous avez condensation, vous avez augmentation des précipitations. Donc ça veut dire que si on regarde à l'échelle globale, on doit avoir une augmentation des précipitations moyennes mondiales. Et c'est ce qu'on voit. Si on prend le chiffre global, on a une augmentation de 3%. Mais c'est pas comme la température, les précipitations, c'est plus complexe. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que on s'aperçoit que dans les données historiques, et vous allez voir dans les projections, c'est la même chose, c'est qu'on augmente le contraste entre les grandes zones climatiques. Autrement dit, les régions où il pleut pas beaucoup, il pleut moins, comme les zones méditerranéennes et tropicales sèches, et puis les régions où il pleut déjà pas mal, il pleut davantage, comme les régions des hautes latitudes et des zones équatoriales. Donc ça, on observe ça, vous voyez, le bleu se renforce au niveau des zones des hautes latitudes, et puis le marron se renforce au niveau de la zone méditerranéenne et sahélienne. Et puis quand vous prenez les projections, c'est la même chose. C'est qu'on augmente à l'horizon 2100, et même 2050, ce contraste dans les pluies entre les grandes zones climatiques. C'est la même chose à l'échelle européenne. Vous voyez ici ce qu'on voit, on voit davantage de bleu l'hiver, et au nord de l'Europe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de pluie l'hiver au nord de l'Europe, alors que quand on est au sud de l'Europe, l'été, vous voyez c'est en orangé, ça veut dire moins de pluie l'été au sud de l'Europe. Donc là aussi, même à l'échelle de l'Europe, on augmente le contraste saisonnier entre pays du nord et du sud. Alors, bien évidemment, qui dit une élévation des températures et puis dans certains endroits une diminution des précipitations, eh bien c'est une augmentation des canicules et une augmentation des sécheresses. Ici est représenté, donc le GIEC indique que la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur a augmenté dans certaines régions du monde, en Europe, en Asie et en Australie, que ça va continuer à augmenter. Ici, vous avez la carte, alors c'était les anciens scénarios, mais c'est toujours à peu près valable. Vous voyez qu'aujourd'hui, en France, c'est ici, on est entre 0 et 10 jours de canicule, suivant les années et suivant les endroits. En 2100, suivant les régions et les scénarios, dans le scénario optimiste, peu réaliste, on est entre 3 et 30 jours de canicule par an, et dans le scénario pessimiste, suivant les régions aussi, on est entre 20 et 50 jours de canicule par an. Autre événement extrême, c'est les épisodes de fortes précipitations qui peuvent occasionner des inondations. Le GIEC vous dit dans son rapport que à la fois la fréquence, le nombre et l'intensité a probablement augmenté dans les régions comme les nôtres et dans les régions tropicales. Et les projections à l'horizon 2100 vont aussi dans le même sens, d'une augmentation à la fois de la fréquence et de l'intensité des épisodes de fortes précipitations. Alors, il y a une étude assez récente de 2018 qui est sortie dans la revue Climate,
qui montre qu'en Europe, il y a eu un travail fait sur l'Europe, qui montre que le risque d'inondation sera accru en Europe, à la fois lié au réchauffement climatique, mais bien évidemment aussi à l'urbanisation croissante. Hein, c'est-à-dire que, il faut dire évidemment, dans les phénomènes d'inondation, l'occupation du sol. Si on prend le scénario à plus 3 degrés, cette étude vous dit que les dommages liés au débordement des cours d'eau, hein, ce sera plus 145%. En termes de chiffres, c'est de dommages, c'est 17 milliards d'euros par an, hein, en Europe. Et en termes de personnes affectées, c'est une augmentation de 123%. À peu près 800 000 personnes affectées par an. L'activité des cyclones et des tempêtes, alors c'est là qu'il y a le plus d'incertitudes. Vous voyez, les travaux du GIEC disent que l'activité, notamment sur l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord-Ouest, aurait augmenté, mais avec beaucoup d'incertitudes. Pourquoi? Ça devient aux statistiques qui ne sont pas toujours significatives. Et les projections en 2100 indiquent que ce n'est pas le nombre qui devrait augmenter, mais c'est l'intensité. C'est-à-dire que l'intensité des cyclones et des tempêtes devrait augmenter, devrait continuer à augmenter. On va s'intéresser maintenant aux conséquences sur ce qu'on appelle l'hydrosphère, les réservoirs d'eau. Donc on a parlé un peu des précipitations dans l'atmosphère, et je vais vous parler, je vais laisser de côté la biosphère, on va regarder les glaciers, les eaux de surface, les eaux souterraines et les océans. Tout d'abord pour les glaciers. Ici vous avez une carte de l'évolution des grandes zones glaciaires dans le monde, les 19 plus grandes zones glaciaires. Et quand vous avez des ronds rouges, ça veut dire qu'on a des pertes. Donc vous voyez qu'à part une seule zone ici, où on a un peu de gain, sur toutes les grandes zones glaciaires du monde, on perd de la glace. Et si on fait un total de l'ensemble de ces zones glaciaires, on perd 9625 gigatonnes depuis 1961. Autre ressource en eau, c'est le débit des fleuves. Alors le débit des fleuves, si on prend les grands fleuves mondiaux et qu'on regarde le débit moyen, d'ici 2050, déjà il a augmenté, il va continuer à augmenter. C'est lié à deux choses. On a vu que les précipitations moyennes augmentent, et puis c'est lié aussi à la fonte des neiges et de la glace, hein, qui alimente les cours. Mais là, c'est comme les précipitations, vous voyez, ce qu'on retrouve, c'est un contraste. Les zones où il va pleuvoir davantage, on aura des débits plus forts, hein, les zones de haute latitude, et puis toute la zone méditerranéenne tropicale où la pluie va diminuer, bien évidemment, les débits vont diminuer, hein, c'est logique. On retrouve la même logique, vous voyez, sur les ressources en eau souterraines. Le bleu aux zones des hautes latitudes, donc une recharge plus importante hein, aux zones des hautes latitudes, et là encore, sur le bassin méditerranéen notamment, hein, une diminution de la recharge. Et ça, sachez que déjà dans la zone méditerranéenne, notamment au sud, les pays au sud de la Méditerranée sont déjà en situation de stress hydrique. Ils vont passer en situation de pénurie d'eau, avec des recharges, vous voyez, qui peuvent diminuer de plus de 70%. Si on s'intéresse maintenant à l'élévation du niveau des mers, quand on regarde les courbes à la fois des marées graves, des mesures terrain et des données satellitaires, on s'aperçoit que depuis 1900, on a une élévation, allez, on va dire, de 20 cm, c'est l'élévation du niveau des mers. Les projections. Les projections, tous les modèles, tous les scénarios indiquent une élévation du niveau des mers qui est comprise entre 26 cm et 1 mètre. Si je vous avais montré le précédent rapport du GIEC de 2007, le chiffre maximal, c'était 60 cm. D'accord? Vous voyez que tout a été revu à la hausse. Et puis par rapport aux chiffres mesurés actuellement, c'est bien au-dessus. Alors un exemple, il ne faut pas penser que c'est homogène à l'échelle globale. Là, c'est des mesures auxquelles on participe avec le laboratoire de Toulouse et le CNES et la NASA. Une mesure par satellite. Sur cette mesure par satellite, alors qui est entre 1993 et 2006, ce qu'on constate, vous voyez, notamment si on prend la Méditerranée, c'est qu'il y a un très gros contraste entre le nord, le sud et l'est. Au nord, on est sur des évolutions, une élévation assez faible, au maximum 2,5 mm par an, alors que quand vous êtes à l'est, vous voyez qu'on est jusqu'à plus de 1 mètre par an d'élévation du niveau des mers. 1 centimètre. J'ai dit quoi, 1 mètre? 1 centimètre, pardon. Oui, 10 mm. Donc 2,5 au jaune et, 1 centimètre
1 mètre, c'est pour les projections à l'horizon 2100. Mais n'empêche qu'avec 1 cm, c'est énorme, notamment dans le delta du Nil, les conséquences sont vraiment très importantes. On a vu qu'on avait une évolution des températures atmosphériques. On a la même chose dans les eaux des fleuves, dans les eaux des lacs et dans les eaux des océans. Vous voyez les anomalies, à partir de 1980, systématiquement, chaque année est positive en termes d'évolution de la température. Et puis vous voyez la répartition sur les côtes françaises, et notamment sur la Méditerranée. Sur la Méditerranée, on a des élévations de température à plus de 4 degrés. Donc c'est vraiment énorme. Le CO2 qui augmente dans l'atmosphère de façon concomitante, il augmente aussi dans les couches supérieures des océans. Vous voyez ici les mesures. Alors on a des mesures vraiment, on peut faire vraiment l'échelle du globe qu'à partir des années 90. C'est plus récent en termes de mesures. Et vous voyez les courbes, augmentation du CO2. Et quand vous augmentez la quantité de CO2 dans l'eau, eh bien vous diminuez le pH et donc vous acidifiez les océans. Et ici, vous avez les deux scénarios, là encore, l'optimiste et le pessimiste, et vous voyez bien que à l'horizon 2050-2100, l'acidification va forcément continuer puisqu'on accumule plus de CO2 dans les océans. Alors, les zones particulièrement sensibles au changement climatique, ce sont les zones côtières. Les zones côtières, alors déjà, il y a un impact humain fort, avec une forte urbanisation. Il faut savoir que les zones côtières de par le monde, en termes d'urbanisation, de densité de population, c'est 2,5 fois supérieur à toutes les autres zones. Et puis, à côté de ça, donc ça entraîne déjà des profonds changements du milieu, vous avez le changement climatique qui se marque par une élévation du niveau des mers, mais qui se marque aussi par une augmentation des événements extrêmes. Augmentation des tempêtes, des ouragans, l'intensité, on a vu, et puis les crues des rivières, parce que quand il pleut, vous avez la tempête, mais vous avez aussi des crues des rivières littorales. Et notamment avec des phénomènes de blocage entre les rivières et les tempêtes. Donc les zones côtières, elles sont définies comme des zones multi-aléas, multi-risques, puisque vous avez les inondations, par submersion de tempêtes et crues, vous avez le recul aussi, l'érosion du trait de côte. Le trait de côte en Europe, vous avez 70% des côtes qui sont en érosion. Vous avez aussi des problèmes de salinisation des aquifères, l'eau potable, qui devient salée, j'y reviendrai dans la présentation à l'échelle régionale, et puis éventuellement des pollutions, mais attention, les pollutions, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est pas forcément lié au changement climatique, il faut faire attention et bien distinguer les choses. Les dommages, l'OCDE a donné des chiffres, les dommages qui sont liés à ces phénomènes qu'on appelle hydrométéo-marins. En 2005, ils ont été estimés à 3 000 billions de dollars. C'est 5% du PIB moyen annuel. En 2070, ils seront multipliés par 10. Alors, je vais juste 2 diapos sur la biodiversité, parce que vous aurez une présentation bien plus importante sur la biodiversité derrière. Donc, des conséquences, bien évidemment, sur les écosystèmes et la biodiversité. Alors, jusqu'à maintenant, la perte de biodiversité, elle était surtout liée au morcellement, à la réduction, à la disparition des habitats. Mais le réchauffement climatique pourrait devenir la principale cause, également s'ajouter et devenir la principale cause de la perte de biodiversité. Les conséquences sur la biodiversité, elles sont de 2 types. On distingue évidemment une évolution sur la distribution des espèces et puis également sur la phénologie des espèces. Je vous ai regroupé quelques exemples, c'est pas exhaustif sur la distribution des espèces. Alors, il faut bien comprendre que quand on parle de déplacement, par exemple, des espèces, bien comprendre ce que ça veut dire derrière. Vous pouvez avoir un déplacement d'espèces plus dans l'hémisphère nord, plus vers le nord, dans l'hémisphère sud, plus vers le sud. Et ce déplacement, on peut rester sur une stabilité des populations. Comme on peut avoir un déplacement, une extension de certaines espèces, qu'on appelle les espèces invasives. Et puis pour d'autres espèces, on a des diminutions, voire des disparitions. Et je vais mettre quelques exemples. Alors évidemment, l'emblématique, les espèces emblématiques qui sont toujours prises comme exemple, c'est les ours et le phoque polaire. Ils sont menacés d'extinction d'ici 20 ans. Autre exemple, là, à l'inverse,
C'est un oiseau qu'on appelle le guépier d'Europe. Eh bien, au départ, c'était une espèce méridionale. Maintenant, cette espèce, elle niche en Belgique. Autre exemple, la chenille processionnaire du pin. On estime que cette chenille processionnaire du pin, elle se déplace de 4 km par an. On en trouve même en Normandie maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Au départ, il y a 30 ans, c'était cantonné dans le sud de la France. Les oies cendrées, un autre exemple, quand vous prenez les chiffres en 68, vous en aviez 10 qui hivernaient en France. Maintenant, vous en avez, en 2011, c'était plus de 28 000. Et puis un dernier exemple, qui est cette fois-ci plus de la projection, les projections sur l'anchois. Vous avez ici en rouge la répartition des anchois. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, c'est dans le sud. Mais regardez en 2090, les anchois, on en aura sur nos côtes. Alors, en conclusion, les différentes études mettent en avant, bien évidemment, même s'il existe des différences dans la variabilité du changement climatique, c'est-à-dire dans le type et le degré qui sont fonction, vous avez vu, des régions qu'on étudie, mais aussi, je ne vous en ai pas parlé, en fonction des outils aussi qu'on utilise. Elles sont toutes en accord sur le principe qu'il existe un changement climatique, on l'a vu, dans l'élévation des températures sur toute la planète. On a vu une augmentation du contraste des précipitations entre les grandes zones climatiques, et toutes les études sont en accord que ce changement climatique a et aura des conséquences importantes sur le fonctionnement des écosystèmes terrestres et aquatiques, quelle que soit l'échelle, qu'on soit l'échelle du globe, l'échelle nationale, et puis je vous présenterai à l'échelle de la Normandie tout à l'heure. Alors ça a des conséquences sur les stocks d'eau, on a vu, diminution des glaces. La glace, que j'ai oublié de dire, pour certaines populations, c'est la principale ressource en eau potable. Donc ça pose des soucis si on perd la glace, parce qu'après il faut aller chercher la ressource en eau potable, elle est souterraine, et ce qui dit ressource souterraine dit des forages, et c'est beaucoup plus coûteux. On a vu une augmentation du contraste entre les grandes zones climatiques sur l'évolution des fleuves, sur la nappe d'eau souterraine, une élévation du niveau des mers, une augmentation de la température des eaux, une augmentation, même si j'en ai peu parlé, des inondations, une dégradation, j'en ai pas du tout parlé, mais on pourra échanger si vous voulez. Il y a des problèmes aussi de dégradation de la qualité de l'eau, notamment quand on a une inondation ou quand on a des périodes d'étiage, de sécheresse, où les polluants se concentrent dans l'eau. Une modification, on y reviendra sur la distribution des espèces et la biodiversité, puis le reste, je ne vous en ai pas parlé. Bien évidemment, une modification sur les activités humaines et sur l'économie et sur la santé, notamment en période de canicule. Alors, l'urgence climatique, bien évidemment, il nous reste peu de temps pour réagir. Voilà, 2050, on sera encore là, moi j'espère. Et puis 2100, les enfants qui naissent actuellement seront encore là. Donc là, on est vraiment dans une urgence climatique. Donc les 2 maîtres mots, j'y reviendrai dans la deuxième présentation. Je vais pas en parler ici. Les 2 maîtres mots, c'est quand même l'atténuation et l'adaptation. Sachant que, donc, atténuer, ça veut dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais le changement climatique, il est en marche, donc il faut aussi s'adapter. Et actuellement, les mesures d'atténuation et d'adaptation, à mon goût, sont trop découplées. C'est-à-dire qu'il faut les regarder de pair. Et ce n'est pas forcément le cas actuellement. Juste pour terminer, où en sommes-nous? Où en sommes-nous des engagements, notamment de la COP21, qui était une limitation à 2 degrés, voire essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Vous voyez, pour éviter de dépasser 1,5 degré, on devrait vraiment diminuer de manière substantielle, je ne parle que du CO2. Alors ça veut dire quoi de manière substantielle? Ça veut dire que pour limiter à 1,5 degré, il faut diminuer de 45% nos émissions de CO2 en 2030. Et atteindre le net zéro en 2050. On en est loin. Et si vous voulez, par titre de comparaison, si on veut limiter à 2 degrés, c'est 25% de diminution en 2030 et le net zéro en 2070. Et là aussi, on en est très loin. Et qu'est-ce que ça suppose? Alors, limiter, que ce soit à 1,5 degré ou à 2 degrés, ça entraînerait... Il y avait une question sur les efforts tout à l'heure à consentir, et effectivement, pour limiter à 2 degrés ou 1,5 degré encore plus, il y a des gros efforts à consentir.
transition des systèmes actuels, que ce soit l'agriculture, la ville, l'industrie, une forte baisse donc, des émissions dans tous les secteurs. Ça suppose des investissements dans les options bas carbone qui devraient être multipliés par 5 d'ici 2050. En termes de renouvelables, ça suppose en 2050 d'être entre 50 et 85% de renouvelables. Bien évidemment, une diminution très rapide de l'utilisation du charbon. Ça suppose une large palette de technologies et ça suppose des changements de comportement et faire preuve de sobriété. Voilà. Je vous remercie.